Allez, bonjour à tous, bienvenue donc sur cette nouvelle session de, pas de trading live, de formation donc au trading algorithmique. Aujourd'hui, nous allons parler des experts advisors, des robots de trading et des scripts. Donc merci à toutes et à tous déjà pour ceux qui sont présents, pour votre fidélité. Je vais poster quelques messages sur les réseaux sociaux pour faire venir les retardataires. Installez-vous. Nous allons commencer dans quelques secondes. À tout de suite. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous donc. Donc bonjour Mamba, Gérard, Pascal, Didier. Bonjour Noam. Bonjour Charles. Allez, ça va être reparti. Allez, nouvelle session aujourd'hui, donc on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Je pense que c'est surtout pour les experts advisors que beaucoup attendent de cette formation. Alors pour ceux qui vraiment sont intéressés par les experts, on va sur cette session donc décrypter un petit peu comment sont codés les scripts et les experts advisors. Et la semaine prochaine, donc mardi, eh bien, on verra un petit peu comment effectuer un backtest, car je sais que c'est une chose que peu d'entre vous, enfin, en tout cas quand on est débutant, savent faire correctement. Alors, il y a ce que je voulais dire avant cette prochaine session, justement, c'est qu'il y a énormément de manières d'effectuer des backtests et que je vous montrerai comment moi je procède, sachant que après d'un trader à l'autre, eh bien, vous avez différentes méthodes. Donc, moi, je vous montrerai la mienne. Alors, j'espère que les habitués y trouveront peut-être des petites astuces. Je vous montrerai notamment des lignes de code que je mets, d'ailleurs on la verra aujourd'hui, systématiquement dans mes algorithmes eh bien pour améliorer un petit peu mon système de backtest. Là c'est vraiment, c'est peut-être les formations, les sessions de formation sur lesquelles il y aura de plus de valeur ajoutée, puisque je vais vraiment vous donner des trucs personnels. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je sais très bien que pour avoir eu énormément de discussions avec des personnes qui programment et qui font du trading automatique, vous serez peut-être pas tous d'accord avec moi. Ça peut provoquer un débat, ça me dérange pas. Il y a pas de vérité absolue en trading algorithmique. On a souvent des manières de faire qui sont différentes. Après voilà, on en discute. J'ai rencontré de nombreuses personnes avec qui il y a eu des échanges. Et effectivement, bah, les positionnements peuvent se comprendre et je dirais que le principal, ce qui compte, c'est surtout le résultat.
Voilà, donc alors bonjour à tous, oui vous êtes déjà quelques-uns, donc nous allons commencer, donc formation au trading algorithmique. Alors je vais vous donner donc les messages, donc les messages d'information légaux. Et nous allons commencer dans quelques minutes. Donc là, au niveau des slides, il n'y aura pas énormément de choses à voir. On va voir quelque part la théorie, ça va être très rapide parce qu'il y a très peu de choses à dire. Et ensuite, on va vraiment regarder du code aujourd'hui. Alors, j'ai eu quelques reproches la dernière session pour me dire que ça paraissait un peu trop compliqué. Donc, je vais vraiment essayer de simplifier la chose. Alors, sachez que pour ce qui concerne les algorithmes, il n'est pas tout à fait fini, mais il est quasiment terminé. Je pense être en mesure de vous programmer en fait, et chacun d'entre vous pourra le télécharger, un algorithme en fait prêt à remplir, c'est-à-dire où toute la structure est déjà renseignée, c'est-à-dire la gestion des take profils, la gestion des stop loss, la gestion d'ouverture, de fermeture des ordres. Et vous en fait, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez, avec cet algo, eh bien, juste en connaissant le langage des indicateurs, eh bien, pouvoir créer vos premiers algorithmes, sachant que c'est un code donc là qui sera ouvert, qui sera disponible en téléchargement libre, et que vous pourrez vraiment utiliser pour créer vos propres algorithmes. Vous allez voir, en fin de session, je vais vous montrer comment on peut créer un premier algorithme relativement simple. Après, comme je le disais lors des premières sessions, le trading algorithmique, ça demande du travail. Moi, ça fait des années que j'en fais. Il y a encore des choses que j'apprends. Et des échanges que j'ai avec beaucoup de traders algorithmiques, eh bien, c'est souvent comme ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes en pleine forme? Parce qu'aujourd'hui, ça va être encore assez dense. J'espère que vous avez pris connaissance donc des mentions légales. Donc on va commencer avec donc ce cours numéro c'est le cours numéro 6, pardon. J'ai oublié de changer le numéro du cours. Donc c'est bien le cours numéro 6 consacré aux scripts et aux experts advisors. Alors, petit rappel, ça c'est surtout pour les replays. Ce document fait partie d'une formation globale dispensée en ligne sur le trading algorithmique. Pour accéder à l'intégralité du contenu, il faudra vous connecter à l'espace de formation ActiveTrade et donc vous aurez accès à l'intégralité des replays. Les outils donc qui seront mis en place, on en a discuté avec ActiveTrade, vous pourrez les retrouver dans la boutique boursicoté.com. Comme promis, les outils que je vous avais proposés seront mis à disposition gratuitement. Il y aura juste un petit mail à remplir pour que je puisse bien vérifier en fait que les personnes étaient inscrites à la formation, parce qu'il y a quand même une obligation d'inscription, juste ça. Et vous aurez donc accès à ces outils d'une manière totalement gratuite. Voilà, alors on va commencer. Première chose, les scripts, les experts advisors, qu'est-ce que vous faites comme différence entre ces deux? Alors là, je m'adresse à ceux qui connaissent un petit peu. Comment vous pourriez différencier ces deux types de codage, à savoir un script, un expert advisor, quelle serait pour vous la différence? Donc là, je m'adresse plus à ceux qui ont déjà une première expérience du trading algorithmique. Je vous écoute. Bonsoir Luc, José et Charles qui viennent de nous rejoindre. Je n'ai jamais trouvé un EA fiable à 100%, même payant. Alors, un EA fiable à 100%, honnêtement, ça n'existe pas. C'est-à-dire, mais ça, j'en ai déjà parlé lors des premières sessions de formation. Si vous cherchez à programmer un expert advisor qui vous donnera une assurance à 100% de gagner sur les marchés, laissez tomber. Moi, je vous le dis honnêtement, passez à autre chose, parce que ce n'est pas comme ça que l'on peut appréhender les marchés. Je vous ai donné, moi, mes pistes de recherche, savoir dans la diversification, dans la complémentarité. C'est plus là qu'il faut aller chercher, je dirais, la stratégie. Mais honnêtement, déjà, comme le dit Noam, un EA fiable, ça ne se vend pas, ou alors on se cache et on l'utilise. Moi, je peux vous dire que les experts que j'utilise pour mon compte de trading, pour mes comptes de trading personnels,
personnels, je ne les dévoile pas. C'est-à-dire que ce sont des codes que je garde en ma possession et que je ne vends pas. Tout simplement parce que, il s'agit d'un ensemble d'Expert Advisor. C'est-à-dire, moi, j'ai plusieurs stratégies qui fonctionnent ensemble et c'est vraiment l'ensemble de ces stratégies qui dégagent un track record. Ce n'est pas un seul robot. D'accord ? Alors, effectivement, un script ne s'exécute qu'une seule fois. Programme autonome égale expert, one shot or not. Ok, ouais, c'est un peu ça. Donc, effectivement, un script, c'est un programme informatique qui effectue des tâches en une seule fois ou à la demande. D'accord ? Il est souvent utilisé comme utilitaire pour effectuer des tâches spécifiques. Il peut aussi générer des ordres de trading. D'accord ? Donc, on peut effectivement, dans des scripts, générer un ordre de trading, c'est-à-dire on peut dire à un script d'aller vérifier certaines fonctions. Si les fonctions sont bonnes, il va déclencher un ordre. Le problème, c'est qu'après, il va s'arrêter. D'accord ? Mais on peut le faire. Par exemple, le script Money Management, quelque part, on lui dit, voilà, tu prends telle position, tu calcules le Money Management, et ensuite, c'est fini, tu t'arrêtes. D'accord ? Donc, c'est très possible. D'accord ? En général, quand c'est pour générer des ordres de trading, eh bien, on essaye plutôt de développer un expert advisor, tout simplement parce que, après, dans le suivi de la position, on peut avoir un suivi de A à Z, c'est-à-dire de l'ouverture de la position jusqu'à la fermeture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'écriture, les scripts et les expert advisors sont vraiment très très proches. Alors on a des fonctions qui sont différentes, mais théoriquement, on pourrait écrire l'un et l'autre d'une manière quasi équivalente. Okay ? Donc c'est ça, il faut le savoir. C'est pour ça que j'ai réuni ces deux types de comptes. Enfin, ces deux types de codage dans un seul chapitre et qu'on va voir les deux. On va voir des scripts simples. Je vais vous montrer un script d'ailleurs que je pourrais vous mettre à disposition. Là aussi, ça sera totalement gratuitement sur le site boursicoté.com. Ça, par contre, ce sera une édition limitée, donc ça sera vraiment pour ceux qui sont inscrits et pour ceux qui le téléchargent tout de suite. Et vous allez voir qu'un script, en fait, peut avoir énormément d'utilité. On peut lui demander, par exemple, de passer un ordre. On peut aussi lui demander des calculs. On peut aussi lui demander d'aller chercher des informations. On peut lui demander énormément de choses. D'accord ? J'utilise maintenant plus des indicateurs, j'en suis content. D'accord, pour Gérard qui cherche donc des experts fiables. Après, on pourra en discuter. Je vais vous montrer énormément de choses qui pourront effectivement vous donner peut-être plus d'informations. Alors, à côté de ça, un expert advisor, c'est aussi ce qu'on appelle un robot de trading ou un algorithme de trading automatique. Puisque là, en fait, le but de l'expert advisor, c'est un programme qui va permettre d'effectuer des tâches prédéfinies. Et son gros avantage, c'est qu'il peut générer des ordres de trading d'une manière totalement autonome. On parle là de trading automatique. D'accord ? Je rappelle, le trading semi-automatique, c'est un expert ou un programme qui vous envoie un signal et ensuite c'est l'opérateur humain qui décide ou pas de prendre la position. Là, un expert advisor, il va prendre la position, enfin il va vérifier des conditions, il va prendre la position d'entrée et en fonction des conditions de sortie, va aussi gérer la sortie du trade. Mais là, il est lui totalement autonome, c'est-à-dire moi j'ai des experts advisors que je laisse tourner 24 heures sur 24 et en fait à partir du moment où j'ai pu rentrer toutes mes conditions dans ces experts, eh bien ça me permet en fait de pouvoir les laisser tourner en roue libre, je dirais 24 heures sur 24, bon sauf le week-end parce que les marchés sont fermés, mais ça fait plusieurs années que je fonctionne comme ça parce que j'ai réussi toutes les conditions que je voulais intégrer dans l'expert, j'ai réussi à les programmer et donc ça me permet d'avoir une intervention totalement autonome. D'accord ? Donc, les experts advisors et les scripts sont sensiblement identiques. C'est un petit peu comme les indicateurs. On a dans un premier temps déclaration et définition des variables, ensuite définition des conditions, et une fois qu'on a ces conditions, on a diverses actions possibles. Donc ça, c'est ce que l'on avait déjà vu sur les indicateurs, et maintenant, on va commencer tout doucement avec un script. Alors, vous allez voir qu'un script, ça peut être très,
ça peut être très simple dans son codage et je vais vous montrer un script qui donne tout simplement des informations d'un compte sur lequel on va le placer. Donc vous allez voir, c'est très très simple et vous allez voir qu'avec un script, eh bien, on peut faire beaucoup de choses. Alors on va passer sur le deuxième écran. Voilà, donc là c'est un script en fait qui s'appelle cfd-info. Alors je vais tout de suite vous montrer comment on l'utilise. Alors, hop, voilà, on va enlever ça. Donc il s'appelle cfd-info. Donc là par exemple, je vais le mettre sur l'euro-dollar. D'accord? Et voilà, et donc il affiche une fenêtre, et donc voilà ce que ça va me donner. Donc ça, en fait, ce sont toutes les informations du compte. Donc vous voyez que là, on a, par exemple, juste en déplaçant sur une fenêtre, j'ai tous les paramètres de mon compte qui sont sortis. Ok, donc mon nom, le numéro du compte, la devise du compte, le levier, la compagnie, donc c'est ActiveTrade PLC, le serveur, ActiveTrade Demo. Alors, la balance et l'équité du compte, là, il n'y a aucune position, donc on voit que c'est les deux mêmes. Alors, type de compte, là, vous voyez, c'est un compte réel. Alors, en fait, ça, c'est une erreur que j'ai déjà signalée à ActiveTrade. En fait, ce compte, enfin vous voyez, on est bien sur le serveur ActiveTrade Demo, mais en fait, le MT4 voit ce compte comme un compte réel. Donc ça, il faut faire attention à ça. Donc trade allowed, est-ce que le trade est autorisé? Oui, hein, c'est du 0 ou 1, donc là c'est oui. Est-ce que les robots sont autorisés? Oui. Limite d'ordre, on peut passer 250 ordres sur ce compte. Donc on est, ensuite là, c'est donc les informations du compte. On a les informations du symbole. Donc on est bien sur l'euro-dollar, donc le plus haut, le plus bas. Ça c'est la période de temps, donc vous savez qu'on est sur une base de temps qui est décomptée depuis le 1er janvier, je crois c'est 1970. Donc là en fait c'est le temps donc en chiffres hein, qui est donné. Le bid est là, ce que de la bougie en cours, le spread. Alors stop level, ça c'est une chose qui est intéressante. Stop level, par exemple, ça va vous dire si, quand vous allez placer une position, eh bien, vous avez un stop minimum à définir sur cette position. Alors, je vais voir si je peux zoomer. Voilà. Donc là, on était sur le stop level. Donc, stop level ici. Ça c'est intéressant parce que en fonction du broker que vous allez utiliser, eh bien certains brokers vous imposent des stops minimum, c'est-à-dire par exemple un stop à 1 pip, 2 pips, 10 pips, 20 pips, ça arrive. Hein, donc là, vous savez exactement, là il n'y a pas de stop level par exemple sur ce compte. Taille de lot, donc c'est 100 000, on est sur l'euro-dollar, donc un lot standard c'est 100 000, d'accord. Minimum de lot, donc l'exposition minimum c'est 0,01. Low step, c'est-à-dire c'est l'écart avec lequel vous allez pouvoir faire varier vos lots. Donc vous allez pouvoir faire varier vos lots tous les 0,01 par 0,01. Vous pouvez mettre un maximum de lots à 50. Là, vous avez la valeur du point. Donc le point, il coûte 0,00001. Il y a 5 zéros, non 4, pardon. Donc on a 5 digits. Les digits, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Le tick value, ça c'est intéressant quand on fait du money management. Eh bien c'est tout simplement la valeur en euros, donc dans la monnaie du compte, puisqu'on est ici sur un compte en euros. Eh bien c'est en euros la valeur d'un tick. Et donc en euros, la valeur d'un tick, eh bien c'est 88,967972 centimes. Ça c'est la taille du tick. Et là aussi, on a des informations qui sont intéressantes. C'est le swap long, c'est-à-dire si vous êtes long et que vous restez ouvert overnight, eh bien, on va vous enlever, donc moins 10, c'est en dixième de pip, donc on va vous enlever 1 pip. Et par contre, si vous êtes short, on va vous rajouter 0,81 pip. D'accord? Ça, ce sont diverses informations. Alors starting, expiration par exemple, vous allez pouvoir les retrouver sur les contrats qui expirent, notamment les futurs CAC 40 ou des choses comme ça. Le type de swap, après bon ça c'est d'autres informations. Les marges, la marge requise, c'est-à-dire là c'est si vous ouvrez un lot, et bien ce qu'il faut avoir sur votre compte, et la marge de hedge, voilà. Donc là par exemple ça c'est un script, et maintenant je vais vous montrer et bien tout simplement comment encoder ce script. Alors hop, voilà. Donc tout simplement, là en fait c'est juste ce qu'on appelle une message box. C'est-à-dire là c'est l'option message box. Donc j'ai ouvert une message box et ensuite j'ai écrit directement dedans
voyez. Et là, en fait, j'ai juste été chercher dans l'aide MetaTrader de MetaTrader 4, eh bien, toutes les informations qu'on pouvait afficher sur un compte. Donc ça, en fait, c'est quasiment que du copier-coller. Alors ensuite, il y a les T et les N qui représentent des espaces, des tabulations. Et le N, le backslash N, c'est juste pour lui dire de retourner à la ligne. Ensuite, les T, c'est les tabulations, c'est les espaces, c'est ce qui va faire que tout va être aligné. Et vous voyez, là, en fait, c'est tout simplement un script. Il n'y a aucune condition d'achat ou de vente au marché. Ça, c'est la partie de codage. Alors ça, c'est du copier-coller que j'ai trouvé dans l'aide MQL4 qui me permet ici, dans le type de compte, donc ça, c'est du copier-coller. Hein. C'est-à-dire, en fait, j'ai cliqué sur account, c'est le fameux account type. Vous voyez, là, il y a un truc, il y a une ligne de caractère. Ici, c'est marqué trade mode. Ben, en fait, trade mode, je l'ai défini juste avant. Ici, vous voyez, string trade mode. Donc là, on déclare la variable string en variable texte. Ensuite, ça, c'est du code que j'ai été chercher, que j'ai copié. J'ai juste changé ici des mots account, contest account et real account. Et ensuite, ben, on peut aller le retrouver. Alors, tout simplement, voilà, j'avais été chercher là. Je voudrais vous l'avoir directement. Account type. Ça doit être sur cette valeur-là, normalement. Voilà, regardez. Là, j'ai cliqué sur l'aide. Et là, vous voyez, la, il me semble hein, que c'est celui-là. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Si, voilà, on retrouve là. On retrouve là, vous voyez là, la ligne, elle est là. En fait, j'ai juste copié ici. J'ai collé dans mon code. Et ensuite, ça me permet d'avoir des mots contest et réel qui s'affichent. Okay, donc c'est tout bête, hein. Des fois, je me rappelle plus, je crois que c'est Noam qui disait le codage c'est 80% de copier-coller. Eh ben, en fait, l'aide de MQL4, elle est vraiment très bien faite parce qu'elle vous permet de trouver justement des bouts de code que vous mettez dans votre code et qu'ensuite vous allez pouvoir arranger un petit peu comme vous voulez. C'est-à-dire que là, par exemple, je pourrais par exemple changer ici, pour le mettre, pour que ça apparaisse en français. Je pourrais changer ici tous les termes hein, pour qu'ils apparaissent en français, par exemple balance, account, etc. Et je pourrais avoir un tableau totalement en français. Ok, donc ça c'est un petit utilitaire hein, que j'ai codé rapidement hier soir. Je le mettrai à disposition gratuitement. Ça peut être intéressant hein, parce que ça marche chez tous les brokers. Vous avez juste à le glisser sur un compte et ça vous donne toutes les informations de votre compte et du sous-jacent sur lequel vous le posez. Des scripts, il y en a d'autres, je vais vous les montrer. Là, par exemple, je m'étais développé un algo quand je vendais des robots avec des clés des clés de cryptage. Et bien, en fait, je lançais cet algo pour générer une clé en fonction du numéro de compte de client. Là, vous voyez, delete all object, c'est un script qui en fait va vous effacer tous les objets que vous avez sur un graphe. OpenMagic, celui-là il est intéressant. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé sur internet. C'est un script qui va vous permettre de générer. Celui-là il est dans la boutique, il est gratuit. Alors pourquoi j'arrive pas à l'agrandir? Ah. Bon, c'est pas grave. Là, vous pouvez définir, par exemple... attendez, je vais essayer de zoomer parce que je sais que vous ne voyez pas. Voilà. Vous pouvez, par exemple, définir un prix, d'accord, le lot, l'achat, achat limite, etc.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez lui assigner un magic number. Si par exemple, vous voulez simuler une prise de position avec un magic number, comme si c'était un algo qu'il avait pris pour ensuite pouvoir être reconnu par un autre algorithme, eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez trouver. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, qu'on trouve un peu partout sur Internet, qui est gratuit et que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur boursicoté.com, hein, sur la boutique OpenMagic. Il est mis, c'est quelque chose que j'ai téléchargé, c'est pas moi qui l'ai codé, donc je le laisse à disposition gratuitement. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, alors ça, Period Converter, c'est un script, par exemple, quand vous le posez sur un graphe, et bien en fait les datas que vous avez sur un graphe, c'est-à-dire que vous avez des unités de temps en 15 minutes, et bien par exemple période multiplier factor, si vous mettez par exemple, je sais pas, 3, ben là par exemple vous allez vous retrouver avec de l'unité de temps 5 minutes. C'est pour convertir des datas. Non, c'est pas. Si vous partez de 15 minutes et que vous voulez faire du 1 heure, eh bien vous mettez 4 et il va vous donner des bougies en 1 heure. Ça, c'est par exemple pour convertir des datas de 1 minute à 5 minutes, 15 minutes, etc. Il y a énormément de choses. Moi, je m'étais fait, par exemple, roulement de position. Quand vous avez une position qui est sur le contrat mai et puis que le contrat mai va expirer et puis que vous avez le contrat juin, eh bien tout simplement, vous glissez ici roulement de position sur le contrat juin et il va aller vous chercher la position du mois de mai et vous la mettre en déplaçant les stop loss et les take profit sur le mois de juin. Il y a énormément de choses en fait qu'on peut faire avec des scripts et c'est utile parce qu'en termes de codage, eh bien on peut avoir des choses qui sont beaucoup plus simples que ce que l'on a sur des expert advisors. « 1er janvier 1970 à 0 heure, c'est l'origine de l'heure POSIX pour tous les ordinateurs. » On l'appelle POSIX timestamp. Bon, voilà, là je vois qu'il y a des professionnels. Moi je savais que c'était la base de temps effectivement au 1er janvier de 1970. Et donc effectivement c'est le temps qui est passé depuis ce time 0. C'est comme en 0 Jésus-Christ, oui c'est ça. Pour les swaps je pense que c'est en monnaie. Non, les swaps c'est en pipe. C'est en pipe parce que en monnaie ça serait pour combien? Pour un lot, 2 lots, 3 lots? Non, c'est en pipe. Bonsoir, pour ouvrir une position avant une annonce forte, annonce économique, 4 heures avant l'annonce, il faut mettre combien de points de stop loss? Bah ça dépend de la volatilité, hein. C'est pas tout à fait dans le comment dire, c'est pas tout à fait dans le thème, David. Là on est dans une formation trading algorithmique. Est-ce qu'il y a des questions sur les scripts? Donc ce petit script là, CFD Info, je vous le mettrai directement sur le site et vous pourrez le télécharger si vous en avez envie. Vous verrez, vous pourrez le poser sur vos graphes. Là, vous voyez, hein, les swap long, swap short, c'est bien en pipe, hein. C'est en pipe parce que en fonction de si vous êtes exposé à 0,01 ou 0,1 ou un lot, bah le coût est totalement différent. Ça va être ensuite en fonction du tick value par exemple. Ok, a priori il n'y a pas de questions. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail pour vous montrer, hein, c'était surtout une information sur les scripts. Bon, on les utilise, mais moi j'utilise plus. Alors oui, il y a des scripts qui sont intéressants. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Voilà. Moi, j'utilise un script très intéressant qui donne accès aux variables globales. Alors par exemple, vous avez vu qu'au niveau du site Boursicoté, je fais des analyses statistiques. Et bien en fait, comment je fais? Tout simplement, je mets un script, d'accord, qui prend les valeurs d'un graphe que je construis avec les valeurs du CAC, qui envoie les données que je veux dans les variables globales. Donc les variables globales, en fait, ce sont des variables qui sont mémorisées par la plateforme. Donc ces variables globales, elles sont intéressantes parce que quand vous les ouvrez comme ça, donc là il n'y en a pas de défini parce que je ne m'en sers pas sur cette plateforme, d'accord? Mais si vous avez des variables qui sont définies, vous avez un expert qui est sur une autre plateforme qui va pouvoir aller chercher
des informations dans ces variables globales. Donc si par exemple vous voulez faire un système qui est interdépendant, eh bien en fait en fonction d'un algo, vous allez pouvoir envoyer des informations ici dans les variables globales pour qu'ensuite un autre algo qui est sur une autre fenêtre puisse aller regarder donc dans les variables globales si vous pouvez par exemple si vous avez des informations à aller chercher. Donc ça c'est intéressant parce que tout simplement ça vous permet donc d'interagir plusieurs algos différents entre eux par les variables globales. Donc ça, c'est intéressant. Alors attention, alors c'est à confirmer, mais je suis à 90% sûr de moi. Les variables globales, si elles ne sont pas rafraîchies, elles sont mémorisées pendant 30 jours par la plateforme MT4. D'accord? Donc c'est des variables qu'il faut rafraîchir. Ça, c'est quelque chose qui est très utile. Alors bon, je ne vais pas vous détailler toutes les fonctions, parce que si je vous détaille toutes les fonctions de la plateforme, on n'a pas fini. Mais par exemple, se servir des variables globales, ça peut être assez intéressant. Alors, ok, la valeur marquée en dessous. Bonjour. Peut-on lancer un script à partir d'un EA? Il me semble que c'est possible, oui, parce qu'à partir d'un EA, vous pouvez appeler un autre programme. Comme par exemple, dans un EA, vous pouvez appeler un autre indicateur. D'accord? Vous pouvez même appeler un custom indicateur. Et donc, normalement, vous pouvez appeler un script. À mon avis, vous pouvez appeler un script. Je l'ai jamais fait, mais je pense que ça doit être possible. C'est comme les variables d'environnement sous DOS. Alors, attendez, je vais ouvrir rapidement ma plateforme. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette fonction, les fonctions donc, qui permettent d'accéder aux variables globales, c'est tout simplement global, c'est la fonction qui s'appelle global variable set. Tout attaché. Ici, je vais vous montrer un type de code que j'ai fait en appelant les global variables. Voilà, c'est ce genre de... Voilà, c'est ce genre de... Là, par exemple, vous définissez des valeurs. Donc ça, c'est intéressant. Les variables globales, si vous faites des systèmes, justement, où vous avez plusieurs algos et si vous voulez qu'ils communiquent entre eux, ça peut être assez intéressant de passer par ces variables globales. J'utilise les variables globales pour faire un coupe-circuit de tous mes EA en cas de drawdown anormal pour éviter de perdre tout le capital à cause d'un bug. Ouais, ça peut être intéressant. Hein. C'est vrai que le fait d'avoir une variable globale, ça vous permet par exemple, alors ça normalement même par l'évolution du capital et de la balance, c'est aussi possible de faire ça sans passer par la variable globale. Le langage MT4 est du style C ou C++ ou comme le... Alors le MT4 c'est du C. Hein. Le C++, c'est plus le MQL5. Oui, voilà, Noah m'a répondu. Ok. Voilà, donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder un expert. Alors, cet expert, c'est tout simplement un expert. Alors, il n'est pas là. Pourtant, j'étais sûr de l'avoir chargé. Pourquoi il n'est pas là ? Désolé. Hop. Voilà. Alors je vais l'enregistrer et je vais vous l'ouvrir. J'étais sûr de l'avoir fait, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai perdu. Et je vais vous l'ouvrir tout de suite. Et donc vous allez voir comment on peut... Ok, voilà. Et ensuite je vais l'ouvrir dans ma plateforme. Voilà, c'est parti.
Alors, cet expert, je l'ai appelé base EA. Alors, il y a encore un petit bug sur lequel j'étais en train de travailler quand la formation a commencé. Mais bon, ça devrait être résolu rapidement. Et vous allez voir que c'est un expert qui peut être intéressant. J'ai juste un petit bug au niveau du contrôle de l'exposition par le money management. Donc ça, en fait, c'est un expert, vu comme ça, il fait rien du tout. Il va nous permettre de voir un petit peu comment s'articule un expert advisor. Et il va me permettre en fait de vous montrer, ouais, alors j'ai fait un copier-coller, de vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc on a comme d'habitude les propriétés, d'accord? Donc les propriétés ici, les define, les propriétés, et différentes valeurs ici que l'on va définir. Alors attendez, parce que... Ah mais non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas la bonne version. Bon, c'est pas grave, on va ouvrir le MM et on va travailler là-dessus. Alors voilà, donc là en fait c'est un expert advisor. Alors c'est un expert advisor que celui-là aussi je vais vous le laisser en partage. Parce que c'est tout simplement un expert advisor que vous allez pouvoir commencer à utiliser pour faire vos propres codes. En fait, le but, c'est de définir une architecture que l'on rencontre le plus souvent dans des experts advisors. On définit donc le risque, le loss, stop loss, trailing stop, take profit. On définit ici si on veut des alertes. Là, on a un filtre horaire. Le nom de la stratégie, ici, on l'appelait Custom Strategy. Le Magic Number, vous voyez, c'est la date du jour. Hein. On est en 2019, on est en avril et on est le 18. Donc ça, ce sont les valeurs. Donc on retrouve un petit peu cette architecture où on déclare des valeurs. Ensuite, comme sur les indicateurs, on va avoir des valeurs que l'on va formater. C'est-à-dire, vous vous rappelez, hein, booléenne, intégrale, double pour des valeurs décimales. Et donc, on va ici détailler toutes ces fonctions. Là, cette fonction-là que j'ai commentée, je vais y revenir parce que c'est une option qui est très utile. Et en fait, pour l'activer, on aura juste ici à enlever ces deux chaînes-là, et vous voyez, ça se colore, c'est bien fait, hein, l'éditeur, et donc cette action va devenir active. Donc là, pour l'instant, on va la commenter parce qu'on ne va pas l'utiliser. Ensuite, il y a diverses fonctions. Donc ça, c'est des fonctions, par exemple, tick value, tick size, c'est des choses que l'on retrouve, et ce qu'on appelle le mini-lot, c'est-à-dire l'exposition mini, c'est des choses qui vont nous permettre de calculer le money management, donc ça, vous n'avez pas à vous en occuper. Ça, c'est juste à l'init, donc on va définir des valeurs pour donner des valeurs en fonction justement du mini-lot. C'est après pour le fonctionnement futur. Là, on va avoir ici dans le détail le filtre horaire, donc je vais vous expliquer tout ça. Pour l'instant, je vous fais juste une présentation générale. Ici, cette boucle, on va voir qu'elle est très importante pour la détection des positions dans l'expert. Et ensuite, ce que vous allez avoir là, ce sont toutes les fonctions dont vous pourrez avoir besoin pour faire bouger vos experts. Donc ça, je vais vous les expliquer aussi. Donc on a les options de sortie à l'achat et de sortie à la vente. Hein, j'ai tout séparé pour que ce soit le plus lisible possible. Ensuite, on a les conditions donc, de sortie. Ensuite, on a les conditions d'entrée. Je vais vous expliquer tout ça. Et ensuite, on a en dernier ici les boucles de prise de position. Ok, donc ça c'est un expert. Moi c'est comme ça que je les programme. Alors je sais qu'il y a des gens qui les programment différemment, avec une architecture différente. Moi c'est vrai que dans l'ordre je fais définition ici des variables. Ensuite donc je formate mes variables. Ensuite, eh bien, donc il y a le start, ça c'est normal. Ensuite, je mets le filtre horaire où je définis l'activation de l'expert. Et ensuite, la première chose que je vais regarder, c'est s'il y a des positions, et les positions, est-ce qu'il faut qu'elles sortent? C'est-à-dire, en fait, moi, je fais comme ça. Je mets d'abord les conditions de sortie, ensuite je mets les conditions d'entrée, et si les conditions d'entrée sont bonnes, je passe au passage d'ordre. Ok? Donc là, maintenant, je vais vous expliquer tout ça. Est-ce qu'il y a des questions avant que je commence donc la description de cet expert tel qu'il est construit?
Ok, donc là ça discute. Ok, ok, là ça discute entre programmeurs. Bon, je vous laisse entre vous, hein, parce que je comprends pas tout. Allez, donc au tout début, donc là c'est vraiment, regardez bien parce que je vais vous expliquer, vous allez peut-être pas tout comprendre, mais cet expert, je l'ai programmé pour que vous n'ayez que très peu de choses à rentrer pour en faire votre propre expert advisor. Je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez comprendre vraiment comment fonctionne cet expert, mais vous verrez qu'en rentrant quelques informations, eh bien, vous allez pouvoir créer avec cette base votre premier robot de trading. Donc en tout premier, donc là on définit les stratégies. Donc l'heure, alors c'est un filtre horaire tout simple, hein, c'est-à-dire il ne fait pas heure, minute, seconde. Là on commence à 17, 18, 19 heures, c'est des heures toutes simples, c'était plus facile à intégrer. Donc ça c'est les heures de fonctionnement. D'accord. Start time, c'est tout simplement l'heure à laquelle le robot se met en route. Stop time, c'est l'heure à laquelle le robot s'arrête. Et close time, c'est l'heure à laquelle, si le robot est arrêté mais qu'une position est toujours en cours, on clôture la position. D'accord ? Ensuite, on a le risque, donc ça vous connaissez pour ceux qui assistent au trading live, 1% de risque par position. Si on veut passer en manuel, on a ici le réglage en exposition manuelle, donc qui est réglé par défaut à 0,1. Ensuite, on a niveau du stop loss en pip ou en dixième de pip, trailing stop en dixième de pip, take profit ici en dixième de pip. Donc ça, c'est des choses que vous allez retrouver, et vous voyez il y a externe devant ici ces valeurs, ce qui veut dire que vous allez pouvoir y accéder directement dans l'expert advisor en le plaçant sur votre graphique. Là vous allez pouvoir définir signal mail, signal push, signal alerte, c'est-à-dire à chaque fois que votre expert va passer certaines fonctions, vous pourrez lui dire d'envoyer un mail ou une alerte, donc une box code, une box message avec un signal sonore ou un push pour recevoir donc le message sur votre smartphone. Donc ça, c'est des choses que c'est déjà paramétré. Donc vous aurez juste à mettre true, false et avoir programmé votre plateforme pour qu'elle puisse envoyer les alertes. Et donc ça, ce sont des variables qui sont communes que l'on retrouve dans énormément d'expert advisor. Ensuite là, c'est diverses variables dont on a besoin pour faire fonctionner. Donc vous voyez, il y a des fonctions booléennes, il y a des fonctions décimales. Là, ce sont des fonctions qui sont internes. Là, vous voyez, on définit par exemple les stop loss level, les take profit level, trailing stop level, custom stop loss level. On verra ce que c'est, ça peut vous intéresser. Et ensuite, on passe à la suite. Alors, je vais commencer par cette boucle. Vous avez la possibilité dans MT4, ici. Alors en fait, pour activer cette fonction, vous avez juste ici à enlever les marques de commentaires. La fonction ici double tester, elle vous permet de rajouter un indicateur customisé qui va vous permettre d'optimiser votre algorithme. Je vous explique. On verra par la suite que dans ici ces valeurs, on va pouvoir ici, par exemple le stop loss, au lieu de mettre par exemple 200, 300 ou 400, 400 c'est pour 40 pips, on va y dire par exemple, mon stop loss, je vais le faire varier entre 20 et 100 pips, et on va voir quelle est la valeur qui est optimum sur les 2 dernières années par exemple. Ça on va pouvoir faire parce qu'on a mis externe devant cette fonction, et donc on va pouvoir avoir l'expert advisor lui demander quelle valeur de stop nous donne le meilleur résultat. C'est l'optimisation, c'est ce qu'on verra. On verra comment faire dans la prochaine session pour se servir de cette fonction. Et en fait, ici, donc je reviendrai dessus, cette fonction ici, testeur statistique, donc ça vous crée une nouvelle valeur par laquelle vous allez pouvoir optimiser. Et ici, moi, le calcul, il correspond tout simplement, voilà, c'est tout simplement testeur statistique, donc stat profit, c'est-à-dire c'est le gain total, divisé par le drawdown, equity drawdown, en pourcentage. D'accord ? Là, j'ai mis un normalise double. Normalise double, c'est ce qui permet de limiter
le nombre de décimales. Voilà, le normalise double il est là. C'est pour limiter le nombre de décimales, parce que sinon on a des chiffres avec 15 chiffres, donc des nombres avec 15 chiffres après la virgule. Là, je définis à 2 chiffres après la virgule. D'accord? Et donc ça va permettre de faire un calcul donc, du profit global sur le drawdown global en pourcentage, et ça va vous donner un ratio. Moi, j'optimise mes algorithmes avec ce ratio. Vous allez voir pourquoi, et vous allez voir pourquoi je vous disais que dans le money management, eh bien, il était important, donc là je vous renvoie au cours de money management pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est important dans certaines conditions de faire des algos en exposition proportionnelle, parce que justement après on peut se servir de ce calcul qui va au niveau de la proportion vous donner des choses plus justes. Je vous explique. Si par exemple vous avez un algorithme sur lequel vous faites une simulation avec un capital de départ à 10 000 euros par exemple. Et puis cet algo en 5 ans, il vous fait 10 000 euros de gain. Donc vous allez avoir un gain de 10 000 euros et vous allez par exemple avoir un drawdown, je sais pas, si vous avez un super algo, il va vous faire 10 000 euros et vous allez avoir un drawdown de 1 000 euros. En fait, le drawdown, en fonction de s'il a été au début ou à la fin du backtest, eh bien en termes de pourcentage, ça ne représente pas du tout la même chose, puisque si il a perdu les 1 000 euros au début, ça fait un drawdown de 10%, alors que s'il les a perdus à la fin, ça fait un drawdown de 5%. Donc si on prend le drawdown par rapport au résultat total, le rapport n'est pas du tout le même. Et en fait, le fait justement d'avoir une exposition qui évolue avec le temps, vous permet d'exprimer le drawdown en pourcentage, et là, que le drawdown arrive au début ou à la fin de la simulation, eh bien vous avez quelque chose je dirais que le moment où arrive le drawdown n'est plus important, puisqu'en fait c'est en relatif. Et le fait que ce soit en relatif, eh bien ça vous donne toujours la même échelle. Okay, que ça arrive à 5% au début ou à la fin, en fait ça n'a plus d'importance. Donc ça c'est important, et je vais le commenter pour l'instant. Et on y reviendra et vous verrez comment je l'utiliserai lorsque l'on traitera des backtests. Alors ça donc c'est des choses qui vont nous servir dans le money management. Alors au niveau de cet algorithme, donc première chose ici les boucles temporelles. Alors ça c'est des conditions temporelles. Vous verrez que vous avez différentes manières d'écrire le temps dans MT4. Alors moi j'utilise time local tout simplement parce que je vais aller chercher l'heure du serveur sur lequel est installée la plateforme. Pourquoi je fais ça? Parce que des fois, vous savez que en Europe, on a les horaires qui changent entre l'heure d'été et l'heure d'hiver. Et en France notamment, on n'est pas sur l'heure qu'on appelle GMT, donc qui est donc l'heure du méridien de Londres. Et le problème, c'est que des fois, vous avez des plateformes qui vous donnent la cotation des bougies en temps GMT. C'est-à-dire, par exemple, il est 23 heures, mais votre bougie, elle vous donne 0 heure. Et donc ça peut poser problème en fonction des stratégies que vous utilisez. Et donc là, en fait, le time local, ça vous permet de tenir compte de l'heure, mais du serveur. Et ça peut vous donner aussi un autre avantage. Un jour, j'avais répondu à quelqu'un sur un forum qui cherchait à utiliser un algorithme sur les heures d'ouverture de Wall Street. Et bien en fait, moi je lui avais répondu, justement, je lui avais dit d'intégrer cette fonction time local. Et ensuite, comme les heures de changement d'été et heures d'hiver ne sont pas les mêmes qu'en Europe, il fallait qu'il y ait un changement qui se fasse. Et donc dans son serveur Windows, donc dans son VPS Windows, je lui avais dit tu te mets sur le méridien de Wall Street, donc sur l'heure qui est utilisée comme base, et en fait au moins tes changements, tu coches sur Windows le changement d'heure d'été, d'heure d'hiver, et donc du coup avec la fonction time local, et tu prends en compte donc le fuseau horaire que tu as réglé sur ton VPS. Donc ça peut être assez intéressant parce que ça peut vous permettre, quand vous avez mis ça dans votre code, de passer votre code d'un broker à l'autre sans avoir à changer votre filtre horaire si vous l'utilisez par exemple. Ok ? Donc voilà, ça c'est un petit détail. Alors bar count égale bars. Bars, c'est tout simplement la numérotation de la bougie.
Et donc bar count, c'est tout simplement, on met un compteur qui tient compte du numéro de la barre. D'accord? Donc ici, en début de code, eh bien tout simplement, on vient définir ici cette valeur. Alors, deuxième chose qui est intéressante, alors je vais voir s'il y a des questions. Moi j'ai commencé à compter avec des pierres, j'ai commencé avec des cartes perforées. Ouais, effectivement, hein, je suis peut-être le plus jeune au final. Hein. Ok, bon, a priori pas de questions sur la formation. J'espère que les débutants ne sont pas trop, sont pas trop perdus. Alors cette boucle là, hein, pour ceux qui se rappellent de ce que l'on a fait sur les boucles, elle est très intéressante. Elle est utilisée dans quasiment tous les experts que l'on trouve sur le marché, parce que c'est cette boucle qui va nous permettre de détecter s'il y a des positions ouvertes sur le marché qui ont été ouvertes par cet algo. Ok, donc vous avez une fonction qui est très intéressante qui s'appelle, normalement elle est dans la init, c'est la total trade, je sais plus où elle est. Voilà, total égale order totals. Ok, elle est là. Et donc ça va nous donner total. Ici on retrouve donc cette fonction. Et donc on va aller de i égale 0 tant que i est inférieur à total sur i++. C'est-à-dire on va mettre une itération de i plus 1 à chaque fois que la boucle est terminée. Eh bien on va aller détecter l'ordre donc qui est ouverte sur le marché, mode trade. Et on va lui dire si le type d'ordre est inférieur ou égal à OPCL. Alors ça c'est un type d'écriture, mais c'est histoire de lui dire si l'ordre il est en cours et que order magic number, donc ça c'est le magic number de l'ordre est égal à magic number, le magic number que l'on a défini. Donc là on reconnaît l'importance du magic number, c'est-à-dire ça, ce magic number, il va être accroché à chaque position de l'algo. Et donc là, quand on lui demande ça, on lui dit va voir parmi tous les ordres présents sur le marché s'il y en a un qui a mon magic number. D'accord? Si on trouve un ordre qui a un magic number, ça veut dire qu'on a une fonction isTrade ici. Ça veut dire je suis en train de trader qui est vrai. D'accord? Et donc si j'ai donc cette boucle là, il faut vraiment la connaître. Alors moi honnêtement je ne saurais pas l'écrire par cœur, hein, mais on la copie, on la trouve en copier-coller dans quasiment, alors des fois elle est écrite différemment, mais on la trouve copier-coller dans quasiment tous les algorithmes. Parce que sinon, si on n'a pas cette fonction-là, à chaque fois que la fonction d'ouverture va être bonne, on va acheter. Hein. Et donc, si on a, pendant une seconde, on a 10 ticks où la condition achat est bonne, eh bien, on va ouvrir 10 positions. Il y en a qui c'est arrivé. Et donc là, une fois que l'on a défini que notre était en trade, on a ici, donc si le type d'ordre est un ordre à l'achat, OPBuy c'est un ordre à l'achat, donc là, on ouvre une accolade et on définit toutes nos conditions de sortie d'achat. Et donc là, vous avez préprogrammé les différentes sorties d'achat que vous avez. Donc là, par exemple, on définit le stop loss. Donc là, si le stop loss égale 0, c'est-à-dire s'il n'y a pas de stop loss, donc là, il faut bien confondre ici. Il ne faut pas confondre. Si par exemple, ici, j'avais égal 0, mais un seul égal, ça serait une fonction booléenne. Si on donne la variable 0, il faut mettre 2 fois égal. Donc si le stop loss égale 0, c'est-à-dire il n'est pas défini, d'accord, et que stop loss, la valeur que l'on a définie ici, cette valeur-là, elle est différente de 0, parce que si elle est définie à 0, on ne va pas définir un stop loss. Eh bien, on va tout simplement se servir de la fonction, d'accord, on va calculer le stop loss level, donc le niveau de stop loss, c'est l'ouverture de la position, plus stop loss fois point. Ah oui, on est sur les positions vendeuses là. J'ai scrollé un peu trop vite. Voilà. Donc ici, c'est
prix d'ouverture moins la valeur du stop loss multipliée par le point. Ça va nous donner la valeur stop loss level. D'accord? Alors, ça c'est important, on vérifie que si bid est inférieur au stop loss level, on ferme la position. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, là, sur un stop fixe, c'est pas très important. Mais si on a un stop suiveur, que le stop suiveur ne suit plus parce qu'on a un stop level trop grand, c'est-à-dire par exemple si votre courtier il vous définit un minimum de stop loss par exemple à 10 pips, à partir du moment où votre stop suiveur va être inférieur à 10 pips, quand vous allez demander ici avec Order Modify de modifier le stop loss pour le faire suivre, et bien en fait l'ordre ne va plus bouger. Donc il faut avoir la condition toujours comme quoi ici, si le stop, eh bien, il n'est pas pris en compte par le broker, c'est-à-dire si cette order modify ou si le stop loss n'est pas inscrit au marché, ici on met une boucle de rattrapage où on met ici que si le prix est inférieur au stop loss level ou égal, eh bien on ferme. Et donc ça c'est le calcul donc qui place le stop loss. On a la même chose avec le take profit. S'il n'y a pas de take profit et qu'un take profit est défini, on va définir le take profit et on va faire ici order modify, on va mettre un take profit. Là, on a toujours la boucle. Si le bid est supérieur ou égal au take profit level, on ferme la position. On a ici la position trailing stop. Ça, c'est le stop suiveur en points. Donc, trailing stop level, on va le calculer. D'accord? Et si il est supérieur ou inférieur à la valeur, eh bien, on met signal close buy. Et sinon, on recalcule le stop loss et on passe ici par un order modify. Et là, on a une fonction custom stop loss level. Donc ça sera pour ceux qui programment un peu mieux. Si par exemple, vous voulez définir un stop loss avec une moyenne mobile, eh bien, vous allez définir cette variable custom stop loss level par la moyenne mobile. Okay, et donc là ensuite il sera intégré dans un calcul, un petit peu comme un stop suiveur, et dans cette boucle ici vous allez pouvoir le calculer. Ok, et donc là où ça devient intéressant, c'est que ici normalement, là ça se présente comme ça. Alors je ne vais pas tout effacer parce que voilà, c'est-à-dire que normalement, vous avez ici, vous aurez dans le code bool exit buy condition 1 égale et vous n'aurez rien du tout. Parce que ici, vous avez les conditions, ici, toutes ces choses-là, vous n'aurez pas à les programmer parce qu'elles seront déjà écrites. Par contre, ici, vous mettrez votre condition de sortie. Si vous avez une deuxième condition de sortie, et ensuite ici, exit buy, il y aura condition de sortie 1 et condition de sortie 2. Vous pourrez mettre ici un ou vous pourrez mettre plusieurs conditions en mettant à chaque fois condition 1, 2, 3, 4, etc. À chaque fois, vous mettez votre condition. Et ensuite, une fois que vous avez toutes votre conditions, vous mettez ici vos conditions avec juste des ou ou des et. Avec l'aide, normalement, c'est possible de s'en sortir. Et si exit buy ici est vrai, eh bien, vous avez signal close buy. Et ensuite, à la fin de tout ça, vous avez ici signal close buy et qui vous dit on sort de la position. C'est-à-dire ici, signal close buy, c'est une manière de mémoriser. C'est-à-dire s'il y en a un seul qui vous dit signal close buy, quand on arrive ici à cette ligne-là, eh on ferme la position, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc là, je vous les ai expliqués pour que vous sachiez en gros comment ça marche. Mais par exemple, sur cet algo, que je mettrai donc à disposition, vous aurez juste à définir les conditions différentes. Donc condition 1, condition 2, condition 3. Ici, il faut juste savoir mettre des ou et des et pour savoir le nom de vos conditions. Donc il faut prendre les noms des conditions et mettre des ou, des et pour que cette condition globale ici soit bonne. Et ensuite, si cette condition est bonne, on ferme la position. D'accord? Alors, 8 heures de compile. Alors, s'il y a un minimum de stock broker, le stop suiveur ne suit plus. Donc, tu fermes la position, mais le stop n'a pas disparu, même s'il ne suit plus. Non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fermes ta position, en fait, c'est ce que l'on appelle, c'est la différence que l'on a entre ce que moi j'appelle les stops en dur et les stops soft, c'est-à-dire qui sont gérés par algorithme. C'est-à-dire en fait, ça c'est aussi une manière d'inscrire des stops qui ne sont pas visibles par le broker. Je m'explique. À partir du moment où ici où vous fermez avec cette condition, c'est-à-dire vous pourriez très bien dire ne pas modifier l'ordre. Ici on peut commenter ici cette ligne et la valeur du stop ici on la garde et tout simplement on la recalcule à chaque fois et dire si on tombe en dessous de cette valeur, on ferme la position.
Sauf que, donc ça, en fait, c'est ce qui va vous permettre que l'algorithme gère la fermeture de position. Ok? Et le stop ne sera pas inscrit sur le carnet d'ordre, ce qui veut dire que votre broker ou le marché ne verra pas votre stop. Il y en a qui travaillent comme ça. Le problème, c'est que si pour une raison ou une autre, l'algorithme arrête de tourner, eh bien, vous n'avez plus de stop. Par contre, si ici, votre stop, il ne suit plus, mais que votre condition ici ferme la position, vu que le stop, il est accroché à la position, votre stop va aussi disparaître, même s'il n'a pas bougé. Alors, Luc me demande à quel moment le broker voit-il le stop. Donc là, on est sur compte démo, ben, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, ici, je vais ouvrir une position à la vente. D'accord, non, bah même, j'ai n'importe quoi. On va, hop, ici, par exemple, on va acheter. Voilà, là, j'ai acheté. Hein, on est sur un compte démo, donc on s'en fiche. Là, pour l'instant, il n'y a aucun stop. Vous voyez qu'ici, là, si je zoome, là, sur ma zone stop loss perte, ici, j'ai 0. Là, vous voyez que là, par exemple, si je vais demander à l'algo de lire cette position, il verra stop loss égale 0, take profit égale 0. D'accord? Ça, le prix, c'est l'open price. C'est ce que l'on a dans l'algo qui dit open price. Et ensuite, il verra là qu'il n'a rien du tout. Donc là, vous pouvez très bien, même avec un stop loss 0, définir une limite dans votre algorithme en lui disant, si le bid, je rappelle que c'est la valeur du bas, est inférieure ou égale à une valeur que je te donne dans l'algo, tu fermes la position. Ce qui veut dire qu'au niveau du code ici, on a un stop loss égal à 0, un take profit égal à 0, mais c'est l'algo qui va fermer la position. D'accord? C'est ce qu'on appelle le stop, c'est un stop invisible, parce qu'en fait, votre broker, lui, ne va voir que ce qu'il y a ici. Par contre, si je décide, par exemple, bon là j'ai fait un achat, alors attendez, on va grossir un petit peu, voilà. J'ai fait un achat et puis je veux définir un stop à 1.12 par exemple. Eh bien en fait je vais définir, voilà mon stop à 1.12. Ok, je modifie. Voilà, là j'ai mis mon stop à 1.12. Là il est inscrit. Et là votre stop est visible. C'est-à-dire que là en fait vous n'avez pas besoin d'algo pour sortir. C'est-à-dire même si vous fermez votre plateforme, là à partir du moment où le bid, c'est-à-dire le prix qui est en bas, va venir toucher ici cette zone, la position sera fermée. Par contre, le fait que le stop soit intégré à l'algo, ça vous oblige à laisser tourner l'algo, parce que sinon, si vous arrêtez l'algo, le stop n'est plus valable. C'est un stop qui est généré en fait par l'algorithme. Ok? Donc là, à partir du moment où vous l'inscrivez comme ça, là, le broker voit le stop. Par contre, si ici vous annulez le stop et que vous mettez la valeur dans l'algo, le broker ne le voit pas. Pour être exécuté, si c'est un stop invisible, il n'y a pas le problème du FIFO. Et donc risque de décalage. Explique le FIFO, je pense savoir ce que c'est, mais pour être sûr qu'on parle de la même chose. Le problème, c'est que quand... Alors, le problème, effectivement, que l'on a quand c'est un ordre exécuté, c'est que, en fait, quand l'algo, il envoie un ordre au marché de sortie, ben lui, il dit order close. Ok? Et order close, eh bien, en fait, c'est un ordre au marché, donc effectivement, tu peux avoir du slippage. Alors que si tu es sur du... Alors, ceci dit, sur du stop loss, tu as un risque de slippage aussi, mais en général, les ordres sont plus vite exécutés, parce que tu es exécuté directement par le serveur de ton broker. Et là, vous voyez, j'ai effacé mon stop loss. Là, le stop loss est revenu à 0. Et donc là, je n'ai plus de stop loss au marché. Par contre, il est géré par l'algo. Alors effectivement, si mon VPS s'arrête ou si j'ai un bug dans mon algo, je n'ai plus de stop sur le marché. Donc il faut connaître l'avantage et les inconvénients des deux. Ah oui, first in, first out, d'accord. Donc ça, faut le savoir, d'accord? Donc effectivement, alors après, vous me direz pourquoi je mets ces ordres. Là, je m'adresse à ceux qui programment un peu plus. Pourquoi je vais mettre ces ordres ici où je définis un stop fixe
à ce moment-là dans les ordres de sortie, alors que je pourrais très bien le définir ici dans ma boucle de passage d'ordre. D'accord? Tout simplement parce que vous avez des brokers qui vous mettent des limites. Et donc, bah, si vous avez par exemple un ordre avec, vous faites par exemple du scalping, et que vous mettez un ordre avec un stop à 5 pips, que vous le mettez ici, d'accord? Donc là, vous avez la valeur de stop loss et ensuite vous avez la valeur de take profit. Si vous mettez directement dans l'order send, ici dans le ticket, qui initie la position à la base, là vous voyez que j'initie une position à l'achat avec 0 stop loss, 0 take profit, pour être sûr que l'ordre passe. Parce que si le stop loss est rejeté ou le take profit est rejeté, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que stop level, ça concerne le stop loss, mais aussi le take profit, et bien là, en fait, votre ordre, il est rejeté et vous n'êtes plus dans le marché. Donc, en fait, pour contourner ça, ce que vous pouvez faire, c'est générer une position avec 0 stop loss, 0 take profit, et puis, ensuite, si par exemple, la valeur s'éloigne du stop loss, et bien en fait, si par exemple le stop loss il est à 10 pips et puis que vous êtes à l'achat et puis que la position commence à monter, à partir du moment où vous serez à plus de 10 pips, et bien là, par cette position-là, vous allez remettre votre stop loss en dur. Ok? Et par contre, s'il ne le met pas, le fait d'avoir mis cette condition ici de close buy, et bien ça va vous permettre de sortir quand même si le stop loss n'est pas inscrit sur le carnet. D'accord? Donc effectivement, ça c'est une manière de faire. À l'époque où j'ai commencé le trading automatique, alors moi c'est beaucoup plus récent que certains, hein, quand je vois les discussions que vous avez sur le chat, il y avait différents types de passages d'ordre en fonction si le compte était ECN ou pas par exemple. Parce que par contre vous avez des brokers qui vous interdisent de passer des ordres avec des stop loss 0. Et je crois que c'est notamment le cas avec les comptes à risque limité par exemple. De ce que je comprends, le but est que le broker ne voit pas le stop. Quel est l'avantage de ça? Parce qu'il y a des gens qui sont parano, qui pensent que si le broker voit leur stop, il va aller leur déclencher. Voilà. Alors, si vous êtes chez un broker qui est capable de faire ça, bah, moi, je dirais à la limite, c'est changer de broker. Mais il y a des gens qui pensent ça. Donc, il y a des gens qui codent leur stratégie comme ça. Moi, je trouve que c'est dangereux. C'est-à-dire, moi, toutes mes positions, dans la mesure du possible, je mets un stop loss à chaque position. Et donc effectivement, ce que Gilles dit, c'est que dans ce cas-là, on peut mettre un stop loss plus loin par sécurité et avec par exemple le stop suiveur dans l'algo. Il est aussi possible de créer un stop suiveur qui déplace le stop en dur en déplaçant le stop visible par le broker. On peut vraiment tout faire. Voilà, Noam l'explique très bien. Si le broker oblige par exemple un stop loss à minimum 5 points, eh bien en fait, en l'intégrant dans l'algorithme, vous pouvez définir un stop loss à 1 point. Ok, parce qu'en fait, quand la valeur sera à 1 pip en dessous du point d'entrée, eh bien en fait, l'algo va dire, bah là on sort. D'accord? Donc c'est un petit peu ce qui peut servir à ça. Et donc c'est pour ça que là, pour que l'algo puisse être compatible avec de nombreux brokers. Donc si ce n'est pas le cas, si on oblige un ordre stop à chaque fois, eh bien il faudra ici dans le ticket mettre la valeur du stop loss, donc calculer les stop level et les intégrer ici. Donc à la limite je pourrais le faire, je pourrais le rajouter pour qu'il soit compatible. Mais sinon, la sécurité c'est de passer ici par un stop et un take profit à 0 pour être sûr que l'ordre passe et ensuite les générer par algorithme. C'est-à-dire ensuite, et c'est pour ça que je commence tout de suite par mes ordres de sortie, c'est parce que si je détecte des positions qui n'ont pas de stop, eh bien j'essaye d'en mettre un. Et au pire, s'il n'y en a pas, eh bien je vais vérifier que la position ne soit pas inférieure à la valeur de stop loss théorique, et du coup ça me permet soit de les gérer, soit de les rajouter. Ok. Donc là, vous n'avez pas besoin de connaître ces boucles par cœur, donc là je m'adresse aux débutants. Ici, ça gère le stop loss fixe, ici ça gère le take profit fixe, ici, ça gère le trailing stop. D'accord? Et ici, ça gère le custom stop loss level. D'accord? Ça veut dire que si votre custom stop loss... Alors, où est-ce que j'ai mis la valeur? Je ne l'ai pas encore mise. Bon, en fait, le custom stop loss level, c'est quelque chose que j'ai rajouté au dernier moment. Donc, j'ai pas... Mais par exemple, le custom stop loss level... Oui, voilà, il est là.
C'est-à-dire que ici, la valeur, elle est définie. D'accord? C'est normalise double. Donc là, par exemple, custom stop loss level, il faut mettre, par exemple, si vous voulez mettre ici une moyenne mobile, eh ben, vous la mettez ici. Donc on peut le faire, on le fera à la fin s'il nous reste du temps. Je vous montrerai comment on rajoute ici une moyenne mobile. C'est très très simple. Ok, donc là ça gère ici le stop loss. On pourrait même mettre un take profit custom. C'est tout à fait possible. Donc là on a exactement la même chose pour les ordres vendeurs. Sauf qu'au lieu d'avoir le stop moins, bah, c'est stop plus. Take profit moins parce que le take profit est en dessous. D'accord, donc c'est exactement la même chose. Est-ce qu'il y a des questions sur ces passages d'ordre? Et ensuite, je vous montre, pour ceux qui veulent se servir de cet algo, on explique le reste et je vous montre comment vous pouvez rentrer vos conditions. Sur le futur, il n'y a pas ce problème du stop pour le broker, c'est uniquement pour le broker CFD. Bah, là, c'est une plateforme MT4, vous pouvez faire que du CFD. Hein. Je ne crois pas qu'on puisse faire du futur avec MT4. J'ai un algo qui déplace le stop suiveur, mais j'ai toujours un stop loss en dur. Alors c'est la fonction ici trailing stop, c'est ce qu'elle fait. Puisque là, vous pouvez voir ici que la fonction là, trailing stop sell, par exemple, elle modifie l'ordre. Donc on garde le numéro de ticket, on garde le prix d'ouverture, on change ici le stop loss level, on garde le take profit. Ok, ensuite là c'est d'autres informations. Et donc en fait là, par Order Modify, on va déplacer le stop visible par le broker. En fait, Order Modify, ici, ce sont toutes des fonctions qui bougent le stop, d'accord, visible. Si vous ne voulez pas qu'il se voit, il faut juste modifier la valeur stop loss level, mais sans demander ici de modify. Ok, donc c'est possible aussi. Après, cet algo s'adresse plus aux débutants. Donc moi, je déconseille quand on débute de ne gérer que des stop loss non visibles. Donc effectivement, je rajouterai une fonction pour que ça rajoute un stop plus loin, mais avec un stop ici qui sera peut-être plus proche, en fonction du stop level. C'est très possible aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, là, si au niveau du passage d'ordre, si le stop level est supérieur au stop que l'on a programmé, eh ben, en fait, on met un stop au stop level, sachant que ensuite on définit notre vrai stop loss ici d'une manière comment dire, par l'algorithme, et sachant que le stop généré par l'algorithme sortira avant le stop level. Donc ça c'est possible aussi. Donc ça c'est les ordres, donc il y a très peu de choses à faire. Donc là en fait, ce qui est surtout intéressant pour ceux qui vont vouloir faire leur algo, c'est ces fonctions-là. Donc je les rendrai peut-être un peu plus visibles. Ici, là, c'est les sorties, c'est exit buy condition. Donc là, c'est les conditions de sortie à l'achat. Donc par exemple, ici, je l'ai commenté. On remettra tout à l'heure et je vous montrerai comment ça fonctionne. Je mets par exemple ici bid. Donc bid, c'est le prix de vente. Supérieur à E-band. Alors ça, c'est la bande de Bollinger. Je vous montrerai comment on l'intègre aussi. Ça peut paraître compliqué, mais c'est très simple en fait. Ok ? Par exemple, on définit une bande de Bollinger. Et on lui dit, bah, si le bid est supérieur à la bande de Bollinger, on sort. Vu qu'on est à l'achat. C'est une exit buy condition. Donc première condition, c'est ça. On peut mettre en deuxième condition, je sais pas, moi, le RSI supérieur à 70. On va mettre notre deuxième condition. Et ensuite, ici, on va mettre l'exit buy, donc global, est égal à exit buy condition 1 et condition 2. Après, si on veut l'une ou l'autre, ici, on change. On met un OU. Hein, donc le OU qui s'écrit, je le rappelle, comme ça. Et on a nos conditions qui sortent. D'accord? Donc là, en fait, le but, c'est d'avoir un algo où vous puissiez juste définir vos conditions, votre équation logique. Hein, c'est une équation booléenne, tout simplement. Et ensuite, à partir de ce moment où vous avez ça, eh bien, vous avez le close buy qui se déclenche. Et donc, if order égale signal close buy, là, la condition de sortie, elle est là. C'est-à-dire l'ordre de sortie, il est là. Donc là, vous pouvez définir comme ça. On va faire un exemple à la fin de cette leçon. Là, vous avez donc les conditions à l'achat. En dessous, vous avez les conditions exit sell, donc vous avez les conditions de sortie de vente. Et vous pouvez aussi là définir vos positions de sortie de vente. Donc là, vous voyez, j'avais commencé à remplir des choses. Et
D'ailleurs là, je m'étais trompé. C'est lower. Voilà, puisque... Ok, c'était un mauvais copier-coller ça. D'accord, donc ça c'est sorti de vente. Alors, ouais, c'est du stop loss Heiberg. Ben, en fait, le stop suiveur moyenne mobile, pour Gilles, il est codé de cette manière. C'est-à-dire qu'en fait, on a rentré une moyenne mobile, et ensuite, la valeur ici du stop loss, c'est un petit peu comme un trailing stop, sauf que la valeur ici, c'est pas un ask plus un écart de trailing stop qu'on multiplie par le point, c'est tout simplement la valeur de la moyenne mobile, un petit peu comme là le custom stop loss. On fait un normalise double parce qu'une moyenne mobile, elle a souvent plus de décimales que ce que n'a le sous-jacent. Donc on fait un normalise double avec le nombre de décimales du sous-jacent. On calcule donc cette valeur et ensuite on fait varier le stop, ici l'order modify, avec la moyenne mobile que l'on a définie. Okay. On peut soit rendre cette valeur invisible, c'est-à-dire il faut tout simplement ne pas mettre l'order modify. Donc si on veut que l'ordre soit invisible, ici on fait comme ça, on commente, et là l'ordre ne sera pas modifié. Tout bêtement. Donc ça c'est les conditions. Ensuite on a exactement la même chose pour les conditions d'entrée. Donc les conditions d'entrée, là, EA actived égale true, c'est tout simplement le filtre horaire. Activation de l'EA. Ok. Et donc là, on va chercher nos conditions. Donc là, en fait, j'avais commencé à écrire des choses. Normalement, je voulais partir avec un code où il n'y avait rien écrit. Mais j'avais commencé à écrire des choses pour tester. On va les commenter, on va les réécrire ensemble. Vous allez voir, il y a besoin de très peu de connaissances pour rentrer juste ces conditions. En fait, dans cet expert, si vous savez rentrer un indicateur ou un prix, et si vous savez ici écrire votre équation booléenne, eh bien vous pouvez avoir un expert advisor qui est fonctionnel. Et là, j'ai fait l'essai, il fonctionne. Et en fait, je vous montrerai à partir d'un expert vide comment vous pourrez avoir votre premier expert advisor. Et donc là, c'est tout simplement la partie qui gère les ordres. Donc là, en fait, on récupère la fonction si order égale signal buy, on achète. Si c'est signal sell, on vend. On vérifie qu'il n'y ait pas de position déjà sur le marché. Alors ça, en fonction des algos qu'on utilise, par exemple pour les algos de prise de position fractionnée, c'est une fonction qu'on n'utilise pas. On le gère d'une autre manière. Là, il y a la fonction des barres, hein, c'est pour éviter que l'on prenne deux ordres, par exemple, sur la même bougie. Ok. Ça, c'est la gestion de l'exposition. Donc, je l'ai écrite comme ça pour l'instant parce qu'il y a encore un petit bug que je n'ai pas encore trouvé. Là, c'est la fonction c'est le risque proportionnel. C'est la fonction que je vous avais déjà donnée lorsqu'on avait calculé le money management. Donc là, vous n'avez rien à faire non plus, puisque la seule chose que vous allez changer, c'est ce paramètre-là, qui est le risque. D'accord ? Là, je vous l'explique pour que vous voyez comment ça fonctionne. Mais en fait, c'est relativement simple. Donc là, on a le risque. Là, on va récupérer le montant qu'il y a sur le compte. Pour ceux qui préfèrent, on peut mettre equity. Si vous voulez account equity, si vous voulez que ça tienne compte des gains et des pertes latentes. Là, c'est le niveau de stop loss. C'est le niveau du point. Tick value, tick size, on l'a défini au début. Et donc, avec ça, on calcule notre money management. Si on veut passer en exposition manuelle, on met un lot, vous voyez, qui est... parce que là, je mets si lot égale 0. Si je mets un lot manuel, je mets par exemple 0,1 et du coup, c'est le lot qui va passer ici dans l'exposition. Ok. La stratégie, symbole, c'est un texte que l'on va écrire. Donc, stratégie, c'est ce que l'on définit ici au début. Par exemple, si vous faites une stratégie de breakout, bah ici, à la place, vous allez marquer breakout. D'accord, vu que c'est une variable externe que vous allez pouvoir modifier par la suite. D'accord, donc ça c'est juste pour envoyer des messages. Et d'ailleurs c'est ce que l'on retrouve dans les... Alors voilà, on était là. C'est ce que l'on retrouve dans les signaux. Donc là, pour recevoir un mail, on a l'objet du mail plus le texte du mail. Après, vous pouvez changer plein de choses. Mais bon, si vous ne savez pas faire, vous pouvez le laisser comme ça. Et là, on vérifie la barre d'entrée. Donc c'est là qu'on va venir voir que bar compte égale bar, et que donc en fait, eh bien, on va bloquer donc
par cette fonction-là le fait qu'on n'ait pas deux positions sur la même bougie. Si là il y a une erreur, on va l'afficher. Et là on a quasiment géré. Donc ça c'est un algo qui est tout simple. Vous voyez, on a à peine 300 lignes. Ça c'est vraiment un algo qui est simple. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Problème de copier-coller ligne 183. C'est possible. Ouais, c'est du sel, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Et ensuite, je vous montre comment vous pouvez faire votre premier algo. Et je vous explique là exactement ce que j'ai codé. Ok, a priori, il n'y a pas de question. Donc, au niveau de cet algo, la seule chose qu'il y a à savoir, c'est ici les conditions d'entrée, on a boy cell. C'est juste ça qu'on va avoir à remplir. Et ici, les conditions de sortie, elles sont là. Donc, je vais les séparer un peu mieux. Ici, toute cette partie-là, c'est les conditions de sortie. Donc, vous n'avez que ça à remplir. D'accord? Pour les conditions de sortie, donc à la vente. Les conditions de sortie à l'achat, elles sont un peu plus haut. Elles sont là. OK. Et ensuite, vous avez les conditions d'entrée à l'achat et à la vente qui sont là. Donc là, en fait, à partir du moment où vous mettez vos conditions d'entrée, vos conditions de sortie, tout ce qui est fonction stop loss, take profit, stop suiveur, c'est géré automatiquement. C'est-à-dire c'est déjà codé, vous n'avez plus qu'à connaître vos conditions. Donc par exemple, vous pouvez commencer des petits algos simples. Donc là, j'ai écrit un petit algo simple qui en fait définit des conditions. Et en fonction des conditions, eh bien, il fonctionne. Alors, je vais vous expliquer donc, pour ceux qui comprennent ou qui auront du mal à comprendre, vous pourrez revenir sur le replay. Donc, ce que je veux, c'est un algo qui prenne position si le bid, donc le prix du bas, le prix de vente, est inférieur à la moyenne mobile 20 exponentielle. D'accord? Et la condition 2, c'est la moyenne mobile 20 exponentielle supérieure à la moyenne mobile 20 arithmétique. Alors vous allez me dire, ouais, t'es gentil Gilles, mais comment t'écris tout ça? Eh ben, on va prendre une fonction, on va la réécrire. Donc là, je veux que bid soit inférieur à la moyenne mobile 20 exponentielle. D'accord? Donc là, j'enlève ma moyenne mobile. Et je dis comment j'écris moyenne mobile. Alors moi, je sais que c'est IMA. Rappelez-vous, un indicateur, c'est toujours un I devant. Et moyenne mobile, c'est moving average. Donc tout simplement, une fois que je connais le nom, je fais IMA. D'accord? Et là, vous voyez, ça s'affiche tout seul. Alors maintenant, si je me souviens plus que c'est IMA, rien ne m'oblige, rien ne m'empêche, par exemple, d'ouvrir LED. Hop. Et de mettre, par exemple, ici, moving average. Ah non, il ne me la trouve pas. Alors oui, il faudra aller dans rechercher. On recommence. Moving average. Parce que je ne me rappelle plus comment on écrit moving average. Et donc là, on a, vous voyez, IMA. Il dit, tiens, IMA, ça me dit quelque chose. Hop. Ah ben là, dis donc, il me dit comment j'écris une moyenne mobile. Bon, ben c'est parfait tout ça. Donc déjà, je sais que moyenne mobile, c'est IMA. Donc j'enlève ma fonction et je mets, bon ben voilà, j'écris IMA. Je sais que pour définir les paramètres, il faut que j'ouvre une parenthèse. Et après, regardez, il est sympa MQL4, il me dit ce qu'il faut que je mette. Donc, string symbole, sur quel symbole je veux que ça agisse? Bah, le symbole sur lequel est placé l'expert advisor, donc je vais mettre nul. Si par exemple je mettais sur euro-dollar, eh bien il irait chercher la cotation de l'euro-dollar.
et la moyenne mobile de l'euro-dollar. Ensuite, quand j'ai rentré nul, je mets une virgule. Time frame. Le time frame, ça va être le time frame du graphe sur lequel j'ai placé. Donc je vais mettre 0. Rappelez-vous, au cours dernier. Ensuite, période. Période, j'ai dit que je vais utiliser la moyenne mobile 20. Donc je mets 20 ici. Ensuite, shift, c'est si je prends la moyenne mobile de maintenant ou celle de la bougie d'avant. Donc je vais mettre la bougie de maintenant. Ensuite, virgule. Ah, MA méthode. Donc là, on va avoir une MA méthode. Donc si on ne sait pas qu'il faut écrire mode EMA, on se reporte à LED. Et sur LED, on a toujours un exemple. Et là, par exemple, on voit que MA méthode, ça s'écrit comme ça. D'accord? Donc en général, on a toujours ici un exemple de code. Et là, on voit que par exemple, on a mode SMMA en majuscule. Donc on va l'écrire comme ça et on va voir ce que ça nous donne. Sachant que moi, je veux une moyenne mobile exponentielle. Donc on écrit mode. Ensuite, on a l'underscore. Et là, il nous propose. Donc EMA, on sait que c'est une exponentielle. On a LW. SMA, c'est l'arithmétique. Et là, c'est je crois que c'est la pondérée. Je ne me rappelle plus bien. Nous, on sait qu'on veut une EMA. Donc on va directement cliquer dessus. Et il va nous le remplir. Voilà, on a rempli ici notre mode de moyenne mobile. J'y connais rien en programmation, mais je suis tout simplement ce qu'il me dit. Alors, enum applied price. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il me demande à quel prix j'applique ma moyenne mobile. Donc là encore, je ne sais pas, je vais regarder l'aide. Hop. Alors, là je vois price médian. Bon, je me dis, si je tape price, eh bien, il va peut-être me dire, il va peut-être me donner des choix. Donc là, je tape price. Et là, il me donne des choix. Donc déjà, il faut que je place un underscore. Close, high, low, médian, open, typical. Et bien là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la moyenne mobile calculée sur cours de clôture. Donc c'est close. Ici, je double-clique, il me le remplit. J'ai rempli ma valeur, je mets une virgule. Shift, eh bien, je vais mettre 1 pour la bougie précédente. Parce qu'en fait, en fonction de la bougie précédente, je vais prendre position à l'ouverture de la nouvelle bougie. Donc là, je mets 1. Et puis je vois que j'ai fini, donc je ferme ma parenthèse. Et là, ma moyenne mobile, elle est écrite. J'ai mis du temps, mais elle est écrite. Ok? À partir du moment où elle est écrite ici, et que je veux que ma moyenne mobile exponentielle soit au-dessus de ma moyenne mobile arithmétique, bah là, tout simplement, je fais copier, CTRL-C, ici je me mets en dessous, CTRL-V, et puis je vais faire un CTRL-V encore une fois, et là, j'ai juste à changer mode EMA par mode SMA, et j'ai écrit ma moyenne mobile exactement la même, mais en moyenne mobile arithmétique. Et là, j'ai écrit ma condition. J'ai une condition 1, une condition 2. Belle condition, j'ai juste à remplir ici entre les parenthèses que je veux que ce soit la condition 1 et la condition 2. Et là, j'ai rempli ma première condition. D'accord? Donc là, on a nos deux conditions. Et on voit que on a défini notre deuxième condition. Donc après, on fait des copier-coller parce qu'on reprend nos mêmes conditions, sauf que au lieu que ce soit bid inférieur, c'est ask supérieur. Ask, je rappelle que sur une bougie, si on a une bougie comme ça, eh bien le bid, c'est la cotation là, mais que le ask qui sera juste au-dessus. C'est le bid plus le spread. D'accord? Et sur une prise de position, eh bien si je vends, je vais... Non, pas. Ah bah oui, non, c'est bid. Il faudrait que je mette. Vente. Oui, c'est vente. Donc là, il va falloir que je change. Vous voyez, j'ai bien fait de... Voilà, le prix d'achat, il va être là. Et le prix de vente, il va être là. Donc j'ai bien fait de vérifier. Ça va me permettre de changer ici mes prix. D'accord? Donc ici, quand on achète sur le ask. Et vous voyez que quand j'ai la bonne valeur, elle se met en rose. Si par exemple, j'avais tapé ask... Comme ça, si la valeur reste en noir, c'est que c'est pas bon. Donc là, ici, je mets ask. Et là, ici, je mets bid. D'accord? Donc, je ne vais pas vous redétailler, mais là, on voit qu'on a les conditions inverses. C'est-à-dire si bid est supérieur à IMA, machin, 1, et si l'exponentielle est inférieure à l'arithmétique. Peu importe là de savoir si l'algo est rentable ou pas. Hein, c'est juste pour vous montrer un exemple pour qu'ensuite vous puissiez... faire vos stratégies vous-même. Donc là, j'ai rentré mes deux conditions d'entrée.
Maintenant, il va falloir que je définisse mes conditions de sortie. Je dis par exemple, quand j'ai pris position sur un graphe, par exemple, alors hop, on va mettre la plateforme de trading. Voilà, là, j'ai pris ma position. J'ai pris ma position ici, par exemple, et puis je veux sortir dès qu'on sort de la bande de Bollinger inférieure. Eh bien, je vais mettre, par exemple, là, je sors à la vente si le ask est inférieur à la bande de Bollinger. Ok? Donc j'enlève mon graphe, j'enlève mon aide, hop, et je me retrouve avec un écran bleu. Voilà, et donc là, je viens définir ma condition. Alors la condition d'achat, c'est si le bid, pardon, là on est sur les conditions d'achat et de vente. Donc là, les conditions de sortie, voilà, elles sont là. Donc là, j'aurai qu'une condition. Donc la condition 2, soit je la commande comme ça, soit je l'efface carrément. Mais si je l'efface, ici, ça va me générer une erreur. Donc là, ici, je la commente là. C'est-à-dire, j'ai une boule. J'ai boule exit, celle condition 2. Et par contre, je l'efface là. Donc si je l'efface là, je pourrais totalement la commenter là, en fait. Bon, après, peu importe. Hein. À partir du moment où vous savez commenter, vous pouvez effacer ce que vous voulez. Et donc là, je me dis, comment je fais pour retrouver la bande de Bollinger? Eh bien, c'est pareil. On va l'effacer, on va la réécrire. Donc, je vais dans l'aide. Et ici, je tape, dans rechercher, je tape Bollinger. Enter. Tiens, je vois une fonction e-band. Je double-clique. Et puis là, je vois que c'est bien ma bande de Bollinger. Calculer the Bollinger Band indicator and return its value. C'est-à-dire ça retourne sa valeur. Ok. Donc je vois que c'est ici e-bands. Donc là, j'efface ça. Et je mets donc ma valeur. Donc là, exit cell. Donc là, normalement, il y a un problème aussi de copier-coller. Donc il faut que ce soit le ask inférieur. Donc si je sors d'une vente, je veux que ask soit inférieur. Donc à e-bands. J'ouvre ma parenthèse. Et on est reparti. Donc symbole, on va mettre nul. Virgule, time frame, on va mettre 0. Le time frame. Période. Alors, période, c'est la période de la moyenne mobile. Si je ne sais pas ce que c'est que cette période, je regarde dans l'aide, toujours. Et là, il me l'explique. D'accord? Période, averaging période. C'est-à-dire, c'est la période de la moyenne mobile. D'accord? Donc, je sais que moi, j'ai une bande de Bollinger avec une moyenne mobile 20. Ensuite, je mets une virgule. Qu'est-ce qu'il me demande? Déviation. Donc, déviation, c'est l'écart type. Donc, je sais que c'est une déviation de 2. Ensuite, band shift, je sais que c'est la valeur donc à la bougie égale. Ensuite, il me demande enum applied price. Donc là, je sais que ça commence par price parce que j'ai rempli ma moyenne mobile tout à l'heure. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? On va prendre le prix de clôture. Je mets une virgule. Là, il me dit int mode. Donc en général, quand c'est mode, on commence par mode. On met un underscore. Et là, on se dit, oh là là, il y en a plein, comment je vais faire pour savoir laquelle choisir? Et donc là, vous retournez dans l'aide. Servez-vous-en de l'aide, parce que c'est... Et en général, quelque part dans le texte, vous allez voir ici, regardez. Voilà, j'ai 3 modes pour la bande de Bollinger, 0, 1, 2. Donc vous avez le choix, soit vous mettez le chiffre, donc par exemple, là, je sais que c'est mode lower, donc je peux mettre 2, mais je peux mettre aussi mode lower comme ça. D'accord, donc là j'efface mon aide. Je suis toujours ici. Donc là j'essaye mode. Voilà, je mets un L. Et là je trouve mode lower. Je mets ma virgule. Shift. On va la faire en réel. 0 ici. Et je ferme ma parenthèse. D'accord? Donc ça c'est l'exit cell. L'exit buy, elle est au-dessus. Donc on va aller voir si je l'ai bien codé parce que je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Voilà, elle est là. Je l'avais commentée. Donc là on peut la décommenter puisque je vous ai montré comment on faisait. Voilà, donc bid. Alors attendez, est-ce que j'étais bien sur le ask? Oui, en fait j'avais fait un copier-coller, donc c'est pour ça que j'étais resté sur le ask. Voilà, elle est là ma condition. Voilà, ask inférieur. Donc là c'est bid supérieur, donc c'est parfait. Bid supérieur à e-band nul 0, 20, 2, 0. Pre-ask close mode upper, donc ça c'est la bande supérieure et donc 0 en temps réel.
Donc là, j'ai une seule condition. Donc exit buoy, c'est une seule condition. Donc je commente le reste ou alors je l'efface quasiment du code pour avoir juste exit buoy condition 1 dans mes parenthèses. Ça définit ma condition de sortie. Et à partir du moment où j'ai rempli ça, on verra ensuite comment, sur la prochaine session, comment optimiser justement ces valeurs-là à partir de ce code. Eh bien, ça, je vais pouvoir en faire mon premier expert. Donc, pour voir si j'ai pas fait une erreur, ce que je fais, c'est que je compile. Alors, ça, c'est juste en fait des alertes qui me disent que j'ai des valeurs qui ne sont pas utilisées. D'accord? Donc là, par exemple, je peux faire ça. Là, si je compile, je ne vais plus avoir qu'une erreur. Il faut que j'aille sur l'autre. Voilà. Donc là, en fait, j'enlève mon commentaire. Et ici, je mets un commentaire ici. Voilà. Et là, si je compile, je n'ai plus d'erreur. Vous voyez, ici, 0 erreur, 0 warning. Ok. Donc là, ça veut dire que mon code, il est fonctionnel. Pour aller sur ma plateforme, je clique ici sur Appli de plateforme. Voilà, je suis sur ma plateforme. Et maintenant, je veux tester. Bon, ça, on va le fermer. C'est la position que j'ai prise tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, je veux tester mon Expert Advisor. Et donc là, je vais vous commencer à introduire donc la fonction, la prochaine session. Ici, je clique sur le testeur de stratégie. Et je vais retrouver, alors c'était l'expert, il s'appelait comment? MMEA. Donc là, j'ai MMEA. J'ouvre les propriétés. Alors au début, je vais essayer sans stop loss, sans trailing stop, juste des take profit. Sans take profit, sans filtre ici. D'accord? Et sans signal, sans rien. Je vais voir comment ça marche. Je vais mettre un lot ici de 0,1. Et je vais faire OK. Et donc quand je lance comme ça, je me mets en prix d'ouverture seulement, c'est pour que ce soit plus rapide. Mais normalement, il faudrait le faire chaque tick. OK? Je vous montrerai comment on télécharge des datas. Et donc là, quand je fais valeur initiale, j'attends un petit peu. Et là, j'ai un résultat. OK? Je vois que j'ai quelques trades qui ont été passés. Si je veux faire changer des valeurs, si je veux mettre un stop loss par exemple à 50 pips, je mets 500. Un trailing stop à 500 pips, je vais le mettre là. Take profit, je sais pas, on va mettre à 20 pips par exemple. Hop, je mets mes valeurs. Et là, quand je fais valeur initiale, voilà. J'ai ma courbe de graphe ici. Vous voyez qu'on a quelques trades quand même. Hein. Donc là, le premier trade ici, il est en... Ah, on est en 73. Ouais, c'est parce que j'ai téléchargé les datas. Vous voyez, bon, le robot, il n'est pas si vilain que ça déjà. Hein. Sur quelques années, il n'a pas perdu beaucoup. Hein. Alors, je vous dirai pourquoi, mais vous voyez que déjà, sur ce genre de graphe, là, c'est sans optimisation, sans rien, c'est une stratégie qu'on pourrait prendre. Et qu'on pourrait optimiser, par exemple. Et c'est ce qu'on va faire à la prochaine session, c'est-à-dire que cet algo, on va l'optimiser. Alors, pas de question, c'est un bon squelette, il manquerait peut-être un allègement. Alors, c'est vrai que j'ai hésité, je me suis posé cette question, Noam. Je me suis dit, est-ce que je fais quelque chose qui est complet ou est-ce que je fais quelque chose qui est léger? Je me suis dit que à partir du moment où je matérialisais bien les endroits où les personnes entrent leurs paramètres, me dit qu'à la limite, si vous n'avez pas à vous occuper du reste du code, où vous avez juste à chercher vos conditions d'entrée, vos conditions de sortie, c'est-à-dire qu'en fait pour les conditions de sortie, je voulais faire quelque chose comme ça, qui ressemble à ça, où en fait il y a toutes les conditions au même endroit. D'accord? Mais après, je voulais quand même donner accès à certaines fonctions. Alors les fonctions, par exemple, le custom stop level, si vous mettez rien dedans, il ne sera pas utilisé. Donc c'est simplement une fonction qui vous permettra d'avoir accès à des paramètres plus sympas.
Après, c'est vrai que celui qui va vraiment débuter ne va pas s'en occuper, mais j'ai voulu quand même quelque chose qui puisse être évolutif. Donc je sais que c'est un choix, alors si certains le trouvent trop compliqué, je pourrais le simplifier, effectivement, mais bon, ça se discute, hein. Là, après, c'est vraiment, je peux m'adapter à ce qu'on me demandera. Est-ce qu'un ordre peut être refusé par le broker? Si oui, peut-on traiter cette information par l'algo? Alors, moi, ma stratégie, quand un ordre est refusé, ben, j'essaye de le repasser. C'est-à-dire, en fait, je le repasse, je le repasse, je le repasse jusqu'à temps qu'il soit accepté. Après, le mieux, c'est de voir le message d'erreur, ce qui nous reporte, et d'essayer de comprendre pourquoi le broker... par exemple, il peut y avoir un... Comment s'appelle le contexte comment il s'appelle à un moment, des fois, le serveur est surchargé, donc l'ordre est refusé. Donc là, si vous repassez l'ordre, il y a des chances qu'il soit accepté. Merci. Et l'algo est rentable. Bah, on verra. De toute façon, un algo rentable, on ne peut pas savoir. Alors ça, je m'avance un petit peu pour la prochaine formation. Un algo, on ne peut pas savoir s'il sera rentable. La seule chose qu'on peut savoir, c'est s'il a été rentable ou s'il aurait été rentable. Parce que même, on va voir que même avec un backtest positif, on n'a aucune assurance qu'il soit rentable. Dans le futur. On peut se dire, tiens, il a peut-être été rentable par le passé, mais encore faut-il que mon backtest ait été effectué correctement. Parce que si on fait mal son backtest, on peut avoir des données erronées. Ok. Mais à aucun moment, on ne peut savoir que l'algo sera rentable. C'est impossible. Ça, là-dessus, mettez-vous ça dans la tête. On peut savoir si un algo a été rentable, d'accord, ou si son backtest a été rentable, parce que des fois, le backtest, que je vous dis, selon comment c'est codé, ça nous donne des informations erronées, donc il faut faire très attention à comment on code un algo. Donc voilà pourquoi il faut l'utiliser sur un compte démo, puis sur un compte réel, mais avec très peu d'exposition, parce que des fois, entre le démo et le réel, il y a des grosses différences d'exécution. Mais un algo, on ne peut jamais savoir s'il sera rentable ou pas. C'est impossible. Alors, toi de faire l'exercice du backtest comme il va le présenter plus tard dans la formation. Ben, en fait, le backtest, c'est la prochaine session. Bande en phonétique, ça prêterait à confusion. Ben, je suis désolé, hein, faut dire ça à celui qui a inventé le code MQL4. C'est mieux de mettre les mots-clés que leur valeur pour le jour où vous relirez le code. Oui, alors c'est aussi pour ça que je ne vais pas le diffuser tout de suite, c'est que je voudrais commenter les lignes. Pour que chacun sache effectivement ce à quoi ça correspond. Nombreux sont ceux qui viennent de gagner des heures d'auto-formation en tant que s'initier à programmation sous MT4. Alors là, je m'adresse plus aux débutants. Est-ce qu'avec ce que je vous ai montré sur la manière dont on rentre une condition, sachant que si on rentre un RSI, bah, ça va être la même chose, hein. Regardez ici, si je tape IRSI, je clique dessus. Et puis bah, là, en plus, j'ai mis la fonction où il me ferme les parenthèses. Donc là, c'est facile. Bah, là, je recommence. Hein, je fais nul, virgule. Et puis là, il me demande le time frame, donc 0. Là, il me demande donc virgule. Là, il me demande la période du RSI, donc je vais mettre 14, virgule. Price, bon, bah, là, maintenant, je connais. Hein, c'est price. Et puis, bah, je prends price close, virgule. Et puis, shift, je vais mettre 0. Et là, voilà, j'ai mon RSI. Hein. D'accord? Là, je mets, par exemple, double RSI égale. Et ça y est, j'ai défini ma variable RSI qui est égale au RSI 14 sur la bougie en cours. Ok? Donc c'est vite fait. Hein. En fait, on a l'impression que c'est compliqué. Mais en fait, si je ne sais pas que RSI, c'est IRSI, ben je vais dans l'aide, je mets RSI dans la recherche. Et en fait, je vois comment j'écris mon RSI. L'avantage avec ce squelette, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la structure. Vous avez juste à rentrer vos conditions. Vous avez juste à savoir écrire des indicateurs ou les conditions, comment vous les écrivez. Alors après, il y a des conditions complexes qui sont parfois difficiles à écrire, mais bon, ça viendra avec le travail. Mais au niveau de l'architecture, vous n'avez rien à vous occuper.
C'est en fait le but, c'était de pouvoir vous donner un premier code prêt à l'emploi. Donc ça sera partagé gratuitement. Le code, bien entendu, sera éditable. Et donc ça vous permettra d'avoir un premier, comment dire, une première base d'algo pour pouvoir commencer à construire vos propres algorithmes. Sachant que vous n'aurez que vos conditions d'entrée et sortie à rentrer. Après, quand vous allez progresser dans le code, eh bien vous pourrez, et donc là, je n'oublie pas de mettre mon point virgule. Après, quand vous allez vouloir progresser, il faudra travailler un peu et puis apprendre peut-être des fonctions plus... Là, il y a plein de choses que je n'ai pas abordées. Je n'ai pas abordé les objets, je n'ai pas abordé les fonctions, je n'ai pas abordé plein de choses que j'aborde pas parce que on est quand même dans du... c'est la version 1, quoi. Salut Gilles, est-il prévu une rediff car j'ai raté le début? Alors oui, la rediff, de toute façon, si tu es inscrit, tu pourras y avoir accès sur l'espace formation ActiveTrade et effectivement avoir accès au replay. On peut mettre un test pour contrôler si l'ordre a passé. Oui, de toute façon, regardez, dans la fonction order_send, voilà. Normalement ici la ticket elle a été définie plus haut, mais la fonction order_send, où est ma fonction ticket? Je sais pas où je l'ai mis, mais normalement c'est une fonction bool. Là par exemple dans les order modify, vous voyez, on met bool stop buy égal et order modify. Et en fait pour order_send on fait pareil, on peut mettre bool par exemple order buy égal, et ensuite à partir du moment où vous avez mis bool order buy, order send, donc là par exemple c'est du sell, donc on vend order sell égale bool order sell égale order send, etc. Ensuite vous allez tester, vu que c'est une valeur booléenne, si l'ordre est passé, votre order sell, bool order sell égale order send, donc votre order sell, si vous mettez égal à 1, et en fait vous testez si votre ordre est passé ou pas. Là je le fais d'une autre manière, vous voyez, je fais if ticket supérieur à 0. Donc en gros, si if ticket égale à 1, parce que ticket c'est une valeur booléenne. Alors je sais pas si ticket il va chercher l'ordre du ticket. Non, ça serait order ticket, donc ça serait autre chose. Donc là, si ticket égale à 0, supérieur à 0, et en fait, il va me dire, là par exemple, si l'ordre est passé, j'envoie mes alertes. Ok. Oui, même conseillé de surveiller que toute modification est prise en compte. Oui, tout à fait. C'est conseillé, mais c'est pas obligatoire. Je suis pointilleux et je te conseille de mettre 2.0 au lieu de 2 quand il est demandé un double. Oui, c'est vrai, mais là, par simplification, moi c'est ce que je fais, effectivement, dans mes codes. Enfin, non, mes valeurs, je les définis même en externe. Mais là, c'était par simplification, honnêtement. C'est surtout à la sortie que c'est problématique si on n'a pas de stop loss en dur. Ouais, tout à fait. Allez, je termine les questions. C'est bien le numéro de ticket. Ok. Voilà, est-ce que ça vous a paru abordable? Est-ce que les débutants peuvent entrevoir de commencer à faire des algos simples? Et est-ce que vous avez des questions sur cette formation? Hop, c'est pas ça qu'il fallait regarder. Où peut-on trouver ce code? Alors, ce code, pour l'instant, j'ai pas tout à fait fini parce que je voudrais le commenter et il y a encore un petit bug au niveau du calcul du money management. Il me retourne des expositions, des expositions avec des erreurs, donc j'ai dû faire une erreur quelque part. Bon, ça c'est quelque chose que je code souvent, donc je devrais le retrouver rapidement. Je pense qu'on se servira de ce code aussi pour backtester. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de le terminer rapidement pour que vous puissiez commencer à l'utiliser et que tout le monde ait pu le télécharger pour les cours de backtest qu'on fera mardi prochain.
Ok, donc je vais faire vraiment au possible pour que le code, de toute façon là au pire on codera tout en low fix si j'arrive pas à trouver le bug ici, et puis par la suite à la limite je vous enverrai un rectificatif. Voilà. Bon, a priori, donc ceux qui débutent, moi j'ai commencé même pas comme ça, j'ai commencé avec un builder, hein. Et d'ailleurs le builder, au niveau des conditions, il le codait comme ça. C'est-à-dire en fait il mettait bool condition 1, condition 2, condition 3. Ensuite avec le builder je faisais mon équation booléenne avec des ou et des et, enfin mon équation logique. Et ensuite j'avais une condition comme ça. Donc j'ai repris la même structure pour justement permettre à ceux qui ne connaissaient pas du tout le langage de pouvoir remplir leurs conditions et ensuite de mettre leur équation. Parce que c'est vrai qu'après avec l'habitude on écrit les choses différemment. Mais là c'est vraiment orienté pour qu'un débutant puisse le remplir. Ok. Donc écoutez, donc c'est ce qui va terminer cette session de formation. C'était la partie qui était pour moi la plus sensible, hein, parce que expliquer comment coder un algo en 1 h 30 à des gens qui n'ont qu'une première approche du langage, c'était pas gagné. J'espère que avec ce squelette de code, eh bien, ça va rendre les choses abordables. Donc restez à l'écoute, hein, restez à l'écoute du site boursicoté.com. Alors par souci d'uniformisation, pour qu'on soit tous sur les mêmes lots, les mêmes sous-jacents, etc., les mêmes data, merci si ce n'est pas fait, d'avoir à disposition pour la prochaine session une plateforme MT4 en démo du courtier ActiveTrade, parce que les exercices de backtest que l'on fera mardi prochain se feront sur cette plateforme. Donc c'est pour qu'on ait vraiment tous les mêmes, les mêmes plateformes, les mêmes valeurs, etc. Parce que en fonction d'une plateforme à l'autre, on peut avoir des résultats totalement différents. Mais ça aussi, je vous l'expliquerai. Si j'en retrouve, je vous donnerai des adresses de builder, effectivement. Parce que moi, le builder que j'utilisais n'existe plus. Voilà, écoutez, je vous remercie donc pour votre présence, pour votre suivi. Donc comme je vous l'indiquais, eh bien, la prochaine session de formation, ça sera mardi prochain. Mardi prochain, donc à partir de 17 h, on fera du backtest. Donc je vous montrerai comment les bases du backtest, et ensuite pour les plus avancés, je vous montrerai moi sur des approches comment moi je backteste, selon quels paramètres. Alors je vous montrerai pas mes approches cœur, mais je vous montrerai comment moi j'optimise mes approches. Après, on pourra avoir effectivement un échange de procédés, et je sais déjà il y a des questions. Je sais déjà qu'il y a des questions qui vont arriver, et on pourra débattre aussi là-dessus. Voilà, le but, hein, c'est qu'il y ait un échange. Moi, je vous montrerai ma méthode. C'est une méthode qui a quand même donné des bons résultats, puisque ça fait maintenant plus de 6 ans que mes approches sont rentables sur le marché tous les ans. Donc c'est quand même un résultat qui n'arrive pas par hasard. Et je vous montrerai comment moi j'ai procédé. Après, des méthodes, il y en a énormément. Je pense que on pourra en découvrir plus d'une. Voilà, écoutez, merci donc à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite un bon week-end pascal. Alors demain, il y aura quand même Trading Live. Je vous le dis honnêtement, on va commencer le Trading Live à 14 h. On va voir exactement s'il se passe des choses, si le marché est volatile. Et honnêtement, s'il ne se passe rien, je pense que la séance sera écourtée, hein, parce qu'on aura les marchés indices donc, qui seront fermés. On aura juste les marchés Forex. Bon, on verra s'il se passe quelque chose ou pas. Voilà, merci à toutes et à tous. Si vous avez aimé cette formation, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques et à mardi. À très bientôt.